Jean Soriol, au détour de la plaine où grandit Montréal, dans un site charmant, poétique, idéal, que longe le chemin de la côte des neiges, où du matin au soir serpentent les cortèges, qui vont au rendez-vous de ceux qui ne sont plus, dans la déclivité d'un immense talus. À l'ombre des bouleaux et des bosquets d'érables, se dressent les pans noirs, décrépits, misérables, d'une ancienne masure effondrée et sans toit. C'est là qu'un jour le morne archange, dont le doigt inflige la défaite ou fixe la victoire, s'arrêta pour dicter une page à l'histoire. À l'époque sanglante où nos pères trahis défendaient corps à corps leur foyer envahi, et, groupe de héros débordés par le nombre, touchaient au dénouement fatal du drame sombre, dans ce logis, alors presque un petit manoir, dont les tons vigoureux tranchaient sur le fond noir de la forêt encore vierge de la cognée, vivait un vieux traiteur à mine renfrognée, nommé Luc Soriol, sa femme et son fils Jean. Celui-ci, garabiste à l'œil intelligent, avait pour son pays déjà monté la garde. Les soldats de Montcalm y portaient la cocarde. C'était un fier tireur, et l'Anglais n'avait point plus terrible ennemi, la carabine au poing. Un cohorte d'Amherst avait conquis la plaine, et nos derniers vengeurs, campés dans Sainte-Hélène, attendaient l'arme au bras le signal de mourir. Lorsqu'un jour Soriol vit son fils courir, et grave s'arrêter sur le seuil de la porte. « Bonjour, père, dit-il. C'est moi. Je vous apporte un message pressant au nom du gouverneur. Ce soir, à la nuit brune, il vous fera l'honneur de s'arrêter ici pour affaire importante. On dit, ajouta-t-il d'une voix hésitante, qu'il s'agit, le soldat tâtait ses pistolets, d'une entrevue avec un général anglais. Le soir même, en effet, c'était le 8 septembre, le marquis de Vaudreuil, assis dans une chambre du manoir isolé dont les derniers lambris jonchent en ce moment le sol de leurs débris. Le désespoir au cœur et l'âme à la torture capitulait, livrant avec sa signature, entre les mains d'Amherst, surpris de son succès, le dernier boulevard du Canada français. On lui refusait même, à front d'armes vulgaires, pour nos soldats vainqueurs, les honneurs de la guerre. Le vieux Luc Soriol, stupéfait, confondu, en se rongeant les poings, avait tout entendu. Lorsque tomba la plume, il se leva, farouche, prit son fils à l'écart et l'index sur la bouche, le regarda longtemps, un éclair dans les yeux. « J'ai compris, » lui dit Jean, serrant la main du vieux. Puis, prenant son fusil de chasse d'un air sombre, il entr'ouvrit la porte et disparut dans l'ombre. Le père ni le fils n'avaient capitulé. Tout près, un chemin creux serpentait, accolé, au pied de mamelons où des quartiers de roche avaient été rangés pour défendre l'approche des postes avancés par cette route-là. Les officiers anglais devaient passer par là, au milieu de la nuit, pour rejoindre leur ligne. Pour la première fois infidèle aux consignes, Jean Soriol et court, prend la chaîne d'un puits, embarre fortement les 3 passages, et puis monte sur les hauteurs se mettre en embuscade. Quelques instants après, la noire cavalcade, avec un long éclat de rire goguenard, s'engouffrait au grand trot au fond du traquenard. Ce fut terrible. Au choc, la troupe tout entière, chevaux et cavaliers, roula dans la poussière, pêle-mêle, criant, hurlant, se débattant, pendant que Soriol lançait au même instant, par vingtaines, du haut de la crête saillante, de lourds éclats de roc sur la masse grouillante. Un double éclair aussi perce l'obscurité. C'est encore Soriol qui, dans l'ombre postée, tire sur les Anglais et les crible à outrance. Enfin, poussant 3 fois le cri « Vive la France !» Le soldat, déserteur et héros à la fois, un pas ferme gagnant l'épaisseur des grands bois. Ce fut pendant 3 mois une chasse enragée. Lorsque dans le sommeil la ville était plongée, un éclair tout à coup s'allumait quelque part, et maintes sentinelles, au créneau d'un rempart,
victime sans merci d'une infernale adresse, tombait le front percé d'une balle traîtresse. Parfois, si Montréal respirait, vis-à-vis, dans l'île où maintenant les soldats de Lévis voyaient flotter au vent l'étendard britannique, le poste anglais, saisi d'une terreur panique, entendait résonner l'invisible mousquet et trouvait l'un des siens râlant sur le parquet. Si quelques cavaliers, hardis batteurs d'estrade, osaient sortir le soir tombé, ses camarades voyaient revenir seul le cheval effaré. Presque toutes les nuits, le guet exaspéré trébuchait tout à coup sur une masse informe, où l'on reconnaissait le fatal uniforme. Amherst, la rage au cœur, fit battre tous les bois. Sur 20 soldats, un jour, il n'en revint que 3. Enfin, l'on n'osa plus se hasarder qu'en plaine. Un vaincu tenait seul une armée en haleine. L'âpre hiver allait venir. Les massifs nus n'offraient plus désormais, sous leurs dômes chenus, aux pauvres guérillas de retraite bien sûrs. Puis l'homme souffrait au bras d'une blessure qu'une balle avait faite un soir en ricochant. Au flanc du Mont-Royal, du côté du couchant, dans le creux d'un ravin où chantait une source, il avait découvert la tanière d'une ours, dont un épais fourré dissimulait l'abord. Jean Soriol avait tué l'ours d'abord. Pour lui, cela n'était rien de bien difficile. Puis il avait pris la place au domicile. Son père venait là lui porter à manger. Que voulez-vous? À tout on ne peut pas songer. Lui ne s'était muni que d'un baril de poudre avec du plomb. Assez, disait-il, pour découdre, dans les règles de l'art, un régiment d'anglais. Ces derniers avaient eu beau tendre leur filet, Soriol leur glissait dans les doigts comme une ombre, et lorsque les chasseurs qui le traquaient en ombre s'applaudissaient déjà du succès obtenu, ils s'enfonçaient souterrés, ni vus ni connus. Cela ne pouvait pas toujours durer. La neige, le cernant dans son antre ainsi que dans un piège, de tout secours humain l'isola tout à coup. Le malheureux ne s'en désola pas beaucoup. Il avait fait depuis longtemps son sacrifice. Pourtant, si le regard à travers l'orifice de la grotte, dans l'ombre, eût par hasard plongé, il eût plus d'une fois vu le pauvre assiégé, transi, mourant de faim, pleurer dans les ténèbres. Hélas, ce n'était pas pour lui ces pleurs funèbres. On va le voir. Un jour, ses pas l'avaient trahi. Soriol vit soudain son refuge envahi. On le tenait. Chez lui, pas un muscle ne tremble. « Monsieur, dit-il, avant que nous partions ensemble, écoutez bien ces mots que je dis sans remords. Je suis un meurtrier. Je me condamne à mort. Mais vous, les agresseurs, vous, nation vorace, oui, vous, les éternels ennemis de ma race, bourreaux de mon pays, vous mourrez avec moi. » Il dit, et froidement sans émoi, tire son pistolet dans le bac de poudre. Tout disparut. Ce fut comme un éclat de foudre. La détonation ébranla les rochers. Les lourds quartiers de roc, de leurs barres arrachées, dans un immense cri d'indicible épouvante, sautèrent dans l'espace, avec la chair vivante, se sentant mâchés, brisés, agonisants. Le lendemain matin, parmi les corps gisants, sur les débris glacés d'un désastre qui navre, on trouvait un vieillard penché sur un cadavre. Il semblait à son cœur pressé avec transport. On s'approcha de lui. Le pauvre homme était mort.